Merci beaucoup, merci Luigi, merci à toute l'équipe de Nice que j'apprécie énormément. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là ce matin. Puis, comme l'a dit Luigi, vous savez à quel point les liens entre Montréal, Luigi, Nice, je vois mon ami Thomas aussi qui est là. En tout cas, bref, il y a des gros liens entre la France et le Québec et le Canada. Et puis, effectivement, j'en profite pour souligner l'apport considérable de Luigi et de ses collègues de Paris 8 à l'époque, Emmanuel et Olivier, dans la conceptualisation du patient partenaire qu'on a fait ici à Montréal. Alors, on est toujours très, très content de pouvoir collaborer et, tous ensemble. Peut-être rapidement, donc le thème que m'a donné Luigi, c'est pour une nouvelle vision du soin en adéquation avec son temps et son appropriation par la population et ses organisations. Donc, je vais un peu vous redonner je vais essayer de vous donner un portrait de où on en est un peu à Montréal, les réflexions du moment, puis faire un peu le point justement sur l'évolution du partenariat vis-à-vis effectivement de tout ce qui touche à l'engagement des patients et des citoyens, mais aussi au niveau des transformations des organisations. Petit rappel historique, donc 2010, la création du bureau, comme l'a dit Luigi, de expertise patient partenaire à la faculté de médecine. À l'époque, j'ai eu le privilège de créer avec le doyen Jean Rouleau, qui nous a permis d'ouvrir un espace de collaboration et d'expérimentation dans une faculté de médecine. C'est aussi à cette période-là, très rapidement, que Luigi est rentré en piste et nous a aidé à mettre en place designer les premiers dispositifs d'engagement des patients formateurs dans l'éducation médicale et après dans l'éducation des sciences de la santé. C'est devenu rapidement la direction de collaboration et partenariat patient, qui a été, elle, co-dirigée par moi-même et un médecin à l'époque, Dr Paul Lebel. Et on est rentré, nous, dans ce modèle de co-direction, beaucoup de co-gestion, de co-construction à ce moment-là. On est parti d'une initiative très orientée patient, une initiative plus axée sur le patient, à une activité qui était beaucoup plus axée sur le partenariat. Ce qui nous a beaucoup aidé à peu près quelques années après, c'est la création de deux chaires de recherche. D'un côté, du Dr Antoine Boivin, sa chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public, et la chaire de Dr Marie-Pascale Paumé, que vous connaissez certainement, aussi sur l'engagement des citoyens et des patients dans la transformation des opérations et du système de santé, des organisations et des systèmes de santé, pardon. Donc ça nous a donné des structures de recherche importantes pour monitorer, évaluer et commencer à créer de la science autour de nos expériences. En 2016, est créée finalement une organisation parapluie, à la fois ancrée sur les travaux de la faculté de médecine, mais aussi au centre de recherche du CHUM, avec aussi un plus grand chapeau Université de Montréal qu'on a appelé Centre d'excellence sur les partenariats avec les patients et le public, que le privilège de co-diriger aujourd'hui avec justement le docteur Antoine Boivin, docteur Marie-Pascale Paumé, aussi Philippe Carazivan qui dirige avec moi le volet éducation, et puis notre inestimable Caroline Wong, qui est notre gestionnaire, la gestionnaire qui s'occupe de toute l'opérationnalisation de ce qu'on fait, avec une équipe de 12 professionnels dont la particularité est d'avoir 6 patients et familles. Donc, la moitié de l'équipe sont des patients et des familles qui travaillent, bien entendu, à temps plein et qui développent une expertise en partenariat patient. Le centre d'excellence traverse plusieurs missions. On a bien entendu une mission d'éducation ici, qui est à peu près, je dirais, 20% de nos activités, ancrées à la faculté de médecine. Donc aujourd'hui, on a développé un curriculum relativement complet qui va de la première année à la 4e année de spécialisation autour de la collaboration, de l'éthique et de la communication, dans lequel sont intégrés des patients formateurs, mais aussi comme co-designers des programmes de formation. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. On a des collaborations intéressantes avec le Collège royal des médecins du Canada actuellement, donc les régulateurs d'éducation médicale au Canada. Donc, c'est des collaborations très importantes en ce moment, puisque là, on est capable d'influencer en amont. On est plusieurs patients à être impliqués dans ces processus-là. Puis le Collège des médecins du Québec aussi, même chose. On commence à rentrer aussi, on commence à travailler depuis quelques années avec des régulateurs importants qui nous permettent vraiment d'avoir une influence et d'impliquer la voix des patients dans des postures très, très en amont de l'éducation médicale en général. On a aussi développé beaucoup en recherche, bien entendu. On a accompagné plusieurs et expérimenté avec plusieurs réseaux de recherche canadiens et québécois.
encore dernièrement, j'ai le privilège de co-diriger depuis avril le réseau de recherche québécois sur la COVID, dans lequel est intégrée une stratégie d'engagement patient et citoyen assez dense, assez importante. C'était un peu le signal qui voulait être donné. Bien entendu, une multiplication des expériences dans les soins autour des différentes notions dont vous avez parlé tout à l'heure, que ce soit la pérédance, des patients navigateurs, des patients impliqués dans l'amélioration de la qualité. Donc, on a dans les stratégies hospitalières aussi. Donc, on a multiplié les expériences dans les milieux de soins, d'engagement des patients avec comme ultime objectif, bien entendu, l'amélioration du partenariat dans les soins. Et puis, on a bien entendu une partie de nos activités aujourd'hui qui sont beaucoup axées sur le volet international et de l'accompagnement et de la collaboration avec plusieurs groupes qu'on apprécie énormément, avec lequel on grandit. Donc, grosso modo, on aide beaucoup à bâtir des capacités et on accompagne. C'est ça qu'on fait dans le quotidien avec une expertise en partenariat patient qu'on affine de plus en plus. On aide les organisations ou les groupes qui veulent engager des patients à mobiliser ces savoirs et les intégrer dans leur dispositif. Et puis, bien entendu, on fait beaucoup d'évaluations, beaucoup de transferts de connaissances dans notre mission un peu de consolider la science du partenariat. Alors, la question aujourd'hui, on se la pose nous-mêmes 10 ans après. 10 ans après, là, cet article en 2013, mais on a été créé en 2010. Et la question qui nous obsède toujours un peu, c'est est-ce vraiment une révolution patient dans laquelle on est? De quoi parle-t-on exactement? Où se situe actuellement le mouvement? Est-ce qu'on a fait des avancées importantes? Est-ce qu'on a des limites? Qu'est-ce qu'on en comprend? Alors, je vais essayer de vous tracer un peu ce que nous on voit actuellement et notre analyse de la situation actuelle. Alors, il faut rappeler que la raison pour laquelle en fait, il est nécessaire, il est crucial d'ouvrir les systèmes de santé à la voie patience, parce que nos systèmes, bien entendu, sont quand même en difficulté. Alors, je ne parlerai pas du système français, mais ou belge ou en Europe, vous en tirez vous-même vos conclusions, mais on a quand même beaucoup d'enjeux importants qui sont là depuis longtemps et qu'on avait de la difficulté à résoudre. Et bien entendu, une des raisons importantes pour laquelle on n'arrivait pas à les résoudre, c'est parce qu'il nous manquait quand même un acteur de soins important dans cette réflexion-là, qui était la voix des patients, des clients, des bénéficiaires, peu importe comment on les appelle. Donc, un système de santé, grosso modo, qui s'est quand même auto-défini, auto-amélioré durant des années et qui ne s'est tout simplement quasiment jamais ouvert à la voix de ces clients, patients, pour évoluer. Donc, avec des enjeux quand même critiques, récurrents et chroniques, notamment en termes d'accès. Nous, ici, on a énormément de problèmes d'accès aux soins, de qualité de soins, des contextes cliniques en silo et humainement difficiles pour tous, avec des problèmes d'efficacité opérationnelle majeurs, des organisations hospitalo-centrées incapables de réfléchir de façon longitudinale et transversale, des défis récurrents qu'on rassasse depuis des décennies autour de la difficulté de modifier et de transiter vers de saines habitudes de vie, et bien entendu ce qu'on a appelé aussi pendant beaucoup l'élément catastrophique de la non-adhérence au traitement. Une faible déconnexion, un faible engagement, et on pourrait même parler de déconnexion des communautés et des patients qui est là aussi chroniquement dans les systèmes de santé. Il y a très peu encore une fois, les systèmes de santé évoluent et s'organisent en autarcie. Donc, c'était aussi un enjeu qui est adressé. Des enjeux aussi émergents de démocratisation chaotique des informations de santé. Ça, c'est un élément qu'on regarde beaucoup actuellement. L'arrivée d'Internet, le pouvoir d'Internet en matière de mise à disposition des savoirs médicaux et de démocratisation des savoirs médicaux est bien entendu un élément important. Et puis, bien entendu, il y a aussi toute cette, je ne sais pas où vous en êtes dans vos pays, mais nous ici, on est dans une espèce d'anarchie de l'innovation en santé. Là, il y a de l'innovation partout. Ça rentre dans tous les bords et avec une grande difficulté d'évaluer la valeur sociale, même la valeur, je dirais, des fois scientifique de ces innovations-là, qui est aussi un questionnement et qui demande aussi une réflexion en matière d'alignement sur les besoins, les réels besoins populationnels et les réels besoins des patients. Donc, on est quand même, on répond, ce mouvement-là répond à des problématiques chroniques récurrentes majeures,
importante, qu'il est essentiel aussi, malgré tous les dispositifs, et on parle beaucoup des dispositifs qu'on est tous en train de mettre en place depuis des années, mais la question de fond qu'on va nous poser à la fin de la journée et qu'on nous commence déjà à nous poser régulièrement, c'est OK, comment est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça joue sur ces leviers-là? Est-ce qu'il y a vraiment un résultat autour de ces problématiques critiques que vivent nos systèmes de santé? Petite parenthèse, parce que je sais qu'on parlait beaucoup de droit aujourd'hui, je voulais juste rappeler qu'au Québec, on a 3 balises. Moi aussi, j'ai une faute d'orthographe à définir par la loi sur la santé et les services sociaux. Depuis 1990 au Québec, c'est très clair que la prise de décision appartient aux patients, qu'il faut absolument obtenir un consentement libre et éclairé, sans pression, menace, contrainte. Donc, on est vraiment, la législation québécoise a évolué très, très tôt en matière de où se situait la prise de décision en matière de santé. Mais bien entendu avec une complexité dans l'implantation de cet élément-là. Moi, j'appelle ça même une hypocrisie, parce que dans les années 90, on pousse d'un point de vue législatif cette question du consentement en disant finalement, oui, on reconnaît à la population son droit en matière de prise de décision sur leur propre santé, mais dans les années qui ont suivi, on a quasiment pas du tout encadré, développé développer les capacités des individus, des personnes à pouvoir prendre ces décisions de façon libre et éclairée, c'est-à-dire en développant leur savoir, leurs connaissances, leurs capacités qui leur permettraient effectivement d'arriver à des postures efficaces et intéressantes de prise de décision. Et je voulais juste noter aussi l'hypocrisie des systèmes là-dedans qui, d'une certaine façon, ont positionné rapidement la population, les patients comme des décideurs, sans pour autant se donner les moyens d'assumer cette capacité de prise de décision. La situation actuellement au Québec, elle est assez intéressante. On est quand même on est assez fiers de sa façon dont ça s'est développé. On a beaucoup travaillé on a beaucoup travaillé notamment sur les questions d'accès à l'information de la santé par les citoyens. Au Québec, on a des endroits maintenant où les patients ont accès à leurs données cliniques sur leur iPhone quasiment en totalité, ce qui a été un travail auquel on a contribué très, très intéressant de voir comment on pouvait développer ces approches-là et les implanter. Actuellement, dans tous les établissements de santé au Québec, on suit une grosse réforme structurelle. On est passé de 300 et quelques établissements à une quarantaine d'établissements régionaux ici au Québec. Donc, dans tous ces établissements régionaux aujourd'hui, il y a des bureaux du partenariat patient, il y a de l'engagement de patients partenaires pour les impliquer à la fois dans des expériences dans le pilote de soins, mais aussi en matière de qualité et d'orientation stratégique. On a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, des organismes régulateurs qui ont commencé à développer des capacités internes d'engagement des patients et des citoyens, notamment Accréditation Canada, qui joue un des rôles de la HAS, notamment en France, c'est-à-dire vraiment qui a intégré des patients dans l'élaboration des normes, des standards d'agrément, mais aussi comme patients visiteurs dans les hôpitaux. Donc, on les a accompagnés à pousser la logique très, très loin au niveau de ces organismes-là. J'ai parlé tout à l'heure des organismes aussi régulateurs au niveau de la pratique médicale, que ce soit le Collège des médecins du Québec, le Collège royal, le Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada. Et puis, bien entendu, beaucoup d'expérience au niveau de la recherche, avec aujourd'hui, je vous dirais quand même une grande difficulté. C'est quasiment pas possible aujourd'hui, à moins qu'on soit dans la recherche en sciences fondamentales et encore, de ne pas réfléchir la recherche en pensant à la façon dont on va engager les patients tout au long des processus et de la gouvernance de la recherche. Alors quand même, une avancée assez importante. Le Québec a un grand territoire d'expérimentation. Nous, on a perdu complètement le contrôle là, de tous ces examens. Les gens sont partis avec le ballon, puis ça développe beaucoup actuellement. Alors, la question de fond qu'on se pose depuis longtemps, c'est bien beau tout ça, mais de quoi on parle actuellement et quels sont je dirais, cette révolution, quelle est sa nature? Puis ça, c'est vraiment une compréhension très personnelle
très, je dirais même régional en fait de ce qu'on a. Mais pour nous, c'est clair que c'est une vision qui est la vision qui s'en va. Ce qu'on est en train de voir, c'est une vision conduite par les savoirs patients. C'est assez intéressant parce qu'en 2010, quand j'ai présenté le projet du patient partenaire au conseil de la faculté de médecine pour la première fois, la question qui m'a été posée par le chef de département de chirurgie à l'époque, et c'était la première question, c'était: c'est bien beau tout ça, mais il va falloir que vous nous expliquiez quelle est l'expertise d'un patient. Et finalement, aujourd'hui, en bout de ligne, on est dans quoi? Moi, je crois qu'on est dans une révolution qui est basée sur la reconnaissance des savoirs patients. Donc, le partenariat, le fondement même du partenariat de soins, c'est la reconnaissance des patients comme acteurs de soins et comme disposant d'un savoir à forte valeur ajoutée pour la réussite du processus de soins. Et bien entendu, on a beaucoup d'éléments, donc ces savoirs sont multiples. Alors, on commence à mieux les comprendre à travers les travaux de Luigi et de ses collègues, de Olivia Gross aussi, bien entendu. Donc, il y a, notamment en France actuellement, il y a beaucoup de réflexions autour de ça, mais on est encore assez loin de la compréhension exactement de la nature de ces savoirs. On commence à comprendre un peu mieux de quelle nature ils sont. On a parlé tout à l'heure des savoirs de navigation. On sait que les patients ont des savoirs cliniques aussi importants, au-delà des savoirs expérientiels. D'ailleurs, on a beaucoup utilisé savoir expérientiel pour englober le tout, parce que finalement, en bout de ligne, ça passait mieux, c'est plus politiquement correct de dire savoir expérientiel, que c'était moins menaçant. Mais on sait que derrière cette question des savoirs expérientiels, en dehors des savoirs issus de l'expérience, il y a aussi des savoirs très pratiques, très construits, qui sont de l'ordre des savoirs cliniques scientifiques, de navigation, voire aujourd'hui d'automonitoring, autour, bien entendu, de l'arrivée aussi de l'avènement, de l'utilisation de plus en plus massive des objets numériques connectés, d'autodiagnostic, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est face à une démocratisation de l'information médicale qui est en explosion, notamment avec la multiplication. Actuellement au Canada, on a évalué qu'on avait 170 000 outils numériques disponibles pour la population de différentes façons. Donc c'est énorme, c'est quelque chose qui est extrêmement violent et important à endiguer. Tout ça vient jouer sur je dirais, renforcer ces savoirs de différentes façons et de différentes manières, pas forcément toujours positivement, mais ça devient de plus en plus constructif et intéressant. Alors donc, on rentre dans cette logique un peu aujourd'hui où ces savoirs, la question de ces savoirs est montée en épingle et deviennent de plus en plus évidents et de plus en plus incontournables à intégrer dans le système de santé. Alors, on est en train de passer, l'analyse qu'on a actuellement et les éléments sur lesquels on travaille beaucoup, c'est ce passage je vais l'utiliser en anglais parce que je trouve que le terme anglais est beaucoup plus intéressant, de provider-driven system, qui est vraiment historiquement ce dans quoi on est depuis longtemps, à vraiment un patient-driven system, vraiment avec l'arrivée aussi des soins virtuels. Donc, on est déjà et on va être de plus en plus dans des trajectoires de soins ou des trajectoires patients qui sont totalement contrôlées en fait par les patients et dont ils vont contrôler totalement la navigation, les choix, etc., accompagnés par des outils numériques et virtuels de plus en plus puissants. C'est là-dedans qu'on s'en va. Donc, des savoirs de plus en plus forts, de plus en plus importants, qu'il faut absolument aider à mieux, je pense, qu'il faut accompagner en matière de développement, et aussi vraiment un véritable leadership patient en matière de soins, un leadership populationnel, ce qui est une excellente nouvelle pour nos sociétés, qui est émergent et qui est de plus en plus importante. En tout cas, moi, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est nous, dans ce qu'on voit actuellement, c'est pas mal le cas. Donc, une assez grosse révolution. Je tiens à souligner ce petit article qui a été publié dans The Lancet il y a quelques temps, dont la dernière phrase pour moi est éloquente, qui dit « This is a cultural revolution ». Le pouvoir sacré du diagnostic maintenant est entre les mains des masses. Ça, c'est majeur. C'est ça la révolution du savoir actuellement. Et cette révolution de savoir est portée par les patients et les citoyens de façon très claire, notamment juste par le fait que les patients aujourd'hui, grâce à un certain nombre d'outils, améliorent de façon considérable leur capacité à poser des diagnostics. Bien entendu, on comprend très très bien à quel point ça vient jouer dans un changement de culture profond du système et notamment en matière de pratique médicale. Alors on est vraiment dans ce type de révolution-là. Nous, on pense que c'est le cœur de la question et on est en train de beaucoup d'orienter nos travaux autour de ça. Alors,
ce qui est intéressant de ces 10 dernières années d'expérimentation, on commence aussi à avoir des résultats. Sur quoi on a eu des leviers clairs, sur quoi on a été capable de jouer en impliquant des patients, que ce soit en recherche, en éducation, dans les soins, que ce soit au niveau de la qualité, des dispositifs dont on a parlé tout à l'heure. Sur quoi on a joué et sur quel levier d'amélioration des systèmes et dans des organisations, on commence à avoir des résultats clairs que l'engagement patient, au-delà d'un principe moral, est aussi un levier organisationnel majeur. D'abord, on a eu d'excellents résultats sur l'amélioration de l'accès par la demande de soins, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité à faire des choix de navigation. Il y a eu beaucoup de projets qui ont eu des impacts sur la diminution des visites à l'urgence et en soins ambulatoires, puis des diminutions aussi des taux de réadmission. Donc, on voit que donc on voit que des solutions assez pragmatiques dans une optique de partenariat de soins, a eu des impacts directs quand même sur des enjeux majeurs en matière d'accès et de qualité de soins et aussi de sécurité de soins. L'augmentation de l'efficience clinique, notamment les démarches d'amélioration continue de la qualité et l'implication des patients dans l'amélioration de la qualité a permis de mettre en évidence à la fois l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels et de leur rétention, mais aussi bien entendu de l'expérience patient et beaucoup d'éléments en matière de qualité. On commence à avoir beaucoup de publications sur ces éléments-là. Bien entendu aussi, des résultats assez concrets sur le renforcement des pratiques de prévention, mais pas forcément uniquement primaire, mais secondaire et tertiaire, avec une augmentation du niveau d'activation des patients dans leurs soins, une augmentation des capacités au niveau des choix de traitement, une augmentation de l'adhérence au traitement. Et je fais très attention quand j'utilise cet élément-là, parce qu'en fait, l'augmentation de l'adhérence, c'est principalement dû dans les dispositifs de partenariat de soins au fait que les patients co-construisent leurs soins et donc en bout de ligne, bien entendu, sont beaucoup plus alignés sur les objectifs et réalisent plus facilement les objectifs de soins. Quand on dit qu'on augmente l'adhérence, on n'augmente pas la capacité des patients à être d'accord avec les soins qu'on leur propose, mais c'est un processus bien entendu beaucoup plus complexe de co-construction qui amène en bout de ligne un meilleur alignement des besoins de tous les acteurs de soins et en bout de ligne du processus en lui-même. Et puis, bien entendu, en multipliant les dispositifs d'intégration de la voix des patients à différents niveaux, on est en train véritablement de réintégrer les citoyens, la population, les communautés à l'intérieur des systèmes de santé. Et on est en train de réhabiliter cette voie sur différents niveaux, ce qui est aussi une excellente nouvelle. On a fait aussi plusieurs expériences en passant en matière d'implication des patients dans tout ce qui est revue des appels d'offres de recherche ou de projets d'innovation. On a beaucoup travaillé sur la calibration, sur la valeur ajoutée d'avoir une perspective différente sur ces éléments-là en matière de pertinence d'innovation sociale. On travaille beaucoup actuellement sur l'intégration en santé, l'intégration des outils de santé numérique dans le grand public. Puis on a aussi beaucoup travaillé sur le résultat de l'implication des patients en termes de performance organisationnelle. Moi, c'est mon background aussi. Donc, bref, des résultats quand même très intéressants directement dans les soins qui sont en train tranquillement de donner à ce mouvement une réalité autre qu'une réalité morale ou de principe, mais aussi une réalité scientifique quasiment en disant oui, c'est efficace, oui, on avait besoin de ça, puis on est en train de voir que ça donne des résultats assez importants et que c'est une solution à l'évolution de nos systèmes de santé. Et je pense qu'on n'arrive même pas encore à voir le dixième de l'importance que ça va avoir. J'ai souvent tendance à dire, si on était dans le privé, imaginez un système dans le privé qui est évolué pendant des décennies sans jamais avoir travaillé à partir des besoins et de la perspective et de l'action de ses clients. Et que d'un seul coup, on réouvrait cette perspective-là. On le voit dans le privé, dans les endroits où il y avait des situations de monopole. Et c'est exactement à ça qu'on assiste actuellement. Et c'est pour ça que l'efficacité de ce qui est en train de se passer et des résultats est quand même assez facile à démontrer. Rapidement, pour conclure, nous, on travaille actuellement beaucoup, et je pense que c'est important aussi, puis je crois que le centre d'innovation à Nice aussi travaille de la même façon. Il est important d'expérimenter, de rentrer dans un système apprenant où on expérimente, on évalue, on produit de la connaissance, on la transfère pour que d'autres développent des capacités.
et puisse finalement alimenter le mouvement. Puis c'est ça qui est génial actuellement. C'est pour ça que les réunions comme aujourd'hui, les rencontres comme aujourd'hui sont importantes parce que on fait pas, il faut pas, on est capable de s'échanger des meilleures pratiques, des façons de faire. Puis c'est un mouvement qui est en train de s'enrichir et qui est en train de monter en spirale grâce à ça. Donc il faut vraiment qu'on soit dans un vrai système apprenant où on est capable de faire des expériences, on est capable de les monitorer, on est capable de les évaluer, on est capable de produire de la science qui va être utilisée pour développer des capacités ailleurs et puis pour faire vivre des dispositifs sur différents niveaux. Donc nous, on est beaucoup dans cette approche de ce qu'on appelle aujourd'hui de système apprenant. Finalement, je finis un peu sur une note un peu plus négative. On a quand même beaucoup de défis. Encore, et des défis qui sont extrêmement importants. Je pense qu'on est même à une période assez clé de toute l'implantation, en tout cas nous au Québec, parce qu'elle atteint un certain niveau, mais j'ai un peu l'impression des fois qu'elle est en train de plafonner à plusieurs niveaux. Bon, on a un enjeu, puis on a fait un sommet international il y a 2 ans à Montréal, puis avec pas mal des leaders mondiaux sur la question, et ça avait fini là-dessus. Il y a vraiment un leadership patient qui atteint un plafond de verre sur plusieurs niveaux. Puis ça, c'est un problème. C'est un problème c'est parce qu'on ne peut pas juste multiplier les dispositifs de co-construction. Il faut aussi qu'il y ait un partage dans la prise de décision. Il faut absolument avancer sur le statut des leaders patients. Et il y en a de plus en plus dans tous les pays. On en a aussi au Canada. Leur intégration plus formelle dans les systèmes. On risque peut-être de perdre un peu leur nature, mais en tout cas, c'est un passage obligé. Ce n'est pas tous les leaders patients qui doivent être intégrés dans les institutions, mais en tout cas, c'est clair que le statut est un élément important et tant qu'il ne sera pas là, le risque d'instrumentalisation sera toujours présent et peut-être qu'aujourd'hui, alors qu'on est vraiment dans un plafond de verre, on voit à quel point c'est difficile pour des leaders patients de s'intégrer dans des institutions, de trouver des cadres de fonctionnement qui leur sont propres et dans lesquels ils vont trouver un minimum de stabilité et de confort. À partir du moment où on n'arrive pas à faire ça, bien entendu, l'instrumentalisation est derrière et arrive tout de suite derrière et je pense actuellement, on est peut-être plus instrumentalisé sur des plus grandes échelles, un peu plus que jamais. Et en tout cas, c'est un danger assez majeur qu'on voit et qu'on observe parce que il y a une énorme difficulté en matière d'institutionnalisation d'un leadership patient à différents niveaux. Une transformation aussi qui est difficile vers le partenariat de soins. On a beaucoup sous-estimé la difficulté de changer les pratiques de soins, pas seulement au niveau médical, à tous les niveaux. Donc, l'implantation du partenariat de soins à travers différentes approches, etc., est beaucoup plus lente qu'on pensait. On sent qu'il y a vraiment, ça va s'inscrire dans la durée et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un leadership qui s'inscrive dans la durée. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des dispositifs qui fassent la démonstration de leur efficacité parce que le changement culturel va s'inscrire dans le temps et va prendre du temps. Un leadership institutionnel qui est encore aléatoire. Alors, comme on est dans un changement de culture, bien entendu, il nous faut des leaders qui vont porter le drapeau. Alors, tant qu'ils sont là, ça va. Puis d'un seul coup, ils sont plus là. Donc, le mouvement reste aussi très dépendant. On le voit actuellement, nous, on l'a vu plusieurs reprises à Montréal ici. On est très dépendant des leaderships et de l'adhérence des leaders autour d'un mouvement culturel comme ça. Le leadership institutionnel c'est pas ça qui va faire réussir le changement, mais s'il n'est pas là, on va pédaler beaucoup plus fort et on risque de se transformer en dog shot. Une convergence aussi, puis ça, bravo, je vois en France actuellement, je vois les efforts et le travail qui sont faits, puis je trouve ça génial, mais il faut encore aller plus loin de convergence entre partenariat, patient et défense de droit. Je pense qu'il y a beaucoup j'ai assisté malheureusement juste à la fin du colloque, mais j'ai entendu quelques propos là-dessus extrêmement intéressants, mais il faut continuer cette convergence, il faut continuer à travailler sur ces complémentarités-là. Aussi, je parlais tout à l'heure des savoirs patients et citoyens et de leur valeur ajoutée. On a encore énormément de travail à faire sur la compréhension de ces savoirs. C'est incroyable. Il suffit encore au niveau anglo-saxon, on a des outils de recherche qui s'appellent notamment PubMed. Là, si vous tapez patient knowledge à l'intérieur de ça, vous allez sur des années de cumul de publications en scientifique, mais en santé, vous allez avoir très peu d'articles sur la question des savoirs patients. Donc, on a encore beaucoup de travail pour les expliciter, pour les faire comprendre, pour pousser plus loin sur leur valeur ajoutée, etc. Et puis finalement, il y a cette révolution en matière de santé numérique. On a pu avoir un peu de cette saveur-là, notamment grâce à la Covid, avec l'arrivée
massive de la télésanté qui nous a un changement qu'on pensait qu'allait prendre des années, s'est fait en quelques mois, qui est juste la pointe d'un iceberg, d'une révolution numérique qui va donner beaucoup de pouvoir à la population, beaucoup de capacités, de nouvelles capacités à la population en matière de soins, et donc qui est, à mon avis, assez mal anticipé actuellement par les acteurs du soin, et qui est vraiment un espèce de grosse bulle que tout le monde regarde, dont tout le monde parle, mais on a peu d'idées encore actuellement jusqu'à quel point ça va modifier la relation de soins et le partenariat de soins en lui-même. Alors voilà, je m'arrêterai là. J'espère que ça répondait à tes attentes, mon ami Luigi. Et puis, merci beaucoup encore pour la possibilité de m'adresser à vous. Merci Vincent.